Bonjour à toutes et à tous et merci de vous connecter un jeudi matin 12 décembre à 9 heures pour en apprendre plus sur la CSRD. Et je ne doute pas que même si l'horaire et la nuit et le crachin qui nous occupent ici à Paris ne vous êtes dispensé de vous connecter parce que je sais que c'est un sujet qui prend beaucoup d'énergie et sur lequel on a beaucoup de besoin de réponses à nos questions. C'est pourquoi nous sommes ici présents. Ce webinaire fait suite à un premier webinaire de questions-réponses que nous avions organisé en septembre et un second plus orienté sur une proposition de structure que nous avons organisé en novembre. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 4 intervenants de haut vol pour répondre à de nouvelles vagues de questions, maintenant que pour la plupart d'entre vous, probablement, derrière cet écran, vous commencez à mettre vraiment les mains dans le cambouis de la rédaction et la conception de votre rapport de durabilité. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin avec nous Éric Baudrier, qui est directeur général de la Haute Autorité de l'Audit, ou la H2A pour les intimes. Jacques, bonjour Éric. Marc Boissonnet, qui est expert des sujets ESG et donc bien entendu de la CSRD désormais, puisqu'il accompagne notamment un certain nombre de groupes dans la conception et la réalisation de leurs rapports. Pierre Bonjour. Constant, bonjour Marc. Pierre Constant, qui est associé Sustainability chez EY. Bonjour. Et Lorna Lucet, qui est directrice ESG chez Amundi, qui portera son regard de lectrice ou d'utilisatrice de l'information que vous êtes tous en train de produire. Bonjour à tous. Rapidement, bonjour Lorna, nous sommes sur Livestorm. C'est une plateforme qui vous permet d'interagir, de poser des questions et de chatter. Également de répondre à des sondages. Donc vous avez en bas à droite de votre écran normalement une icône chat, une icône question et une icône sondage. J'espère que c'est assez self-explanatory en bon français pour savoir dans quelle catégorie vous rendre. Nous prendrons des questions bien entendu au cours de la session que vous pouvez poser tout au long des échanges. Et nous allons vous adresser à deux moments des petits sondages. Un premier dans quelques instants pour pouvoir avoir une première compréhension pour nos intervenants de vos différents niveaux de maturité en matière de CSRD, et puis un à la fin pour nous donner votre retour sur la qualité de cette intervention. C'est très utile pour nous parce que ça permet ensuite d'ajuster le niveau des échanges ou les thématiques des échanges. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais aussi rappeler que il y a un certain nombre de discussions en ce moment sur la pérennité ou l'évolution de ce que pourrait être la CSRD ou les normes ESG. Je pense notamment à des mots comme les moratoires ou les omnibus qui ont été évoqués récemment. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire. On est plutôt dans un webinaire dirigé pour les personnes qui sont en train de travailler sur leur rapport ou sur leurs états de durabilité maintenant. Donc, on conservera ces discussions, si vous le voulez bien, pour d'autres occasions. Et aujourd'hui, on a plutôt une approche assez pragmatique et opérationnelle pour répondre aux questions des gens qui sont en plein dedans. Et je pense que c'est le cas pour un certain nombre d'entre vous. Et d'ailleurs, vérifions-le dès maintenant, puisque vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître pour évaluer votre niveau de maîtrise personnelle de la CSRD aujourd'hui. C'est anonyme, donc si vous n'y connaissez rien, vous pouvez le dire. Et vous pouvez aussi dire que vous connaissez beaucoup de choses si vous le voulez. Voilà, c'est apparu sur votre écran. Vous pouvez y répondre. Ça nous donnera une petite idée du bon niveau de positionnement dans les échanges. Et j'en ai fini pour cette assez longue introduction et je vais commencer par une première question dans laquelle qu'on reçoit beaucoup ici chez Labrador et je crois que nos intervenants aussi, puisque quand on a préparé cette discussion, c'est un sujet sur lequel on a eu beaucoup de choses à partager. C'est évidemment la question de l'articulation de la discussion et du rythme de la discussion entre les entreprises qui doivent produire ces états financiers, puis les vérificateurs qui, de fait, vont vérifier la qualité ou en tout cas de ces rapports. Et on se pose beaucoup la question de voilà, quel est le bon rythme, quel est le bon niveau de conversation, comment on entretient cette relation dans cet exercice qui, il faut le dire, est nouveau pour tout le monde autour de la table. Et je précise peut-être pour un élément de point de vue de Labrador, là au moment où on se parle, nous, on accompagne à peu près 70 clients qui sont soumis dès cet exercice à la CSRD et parmi eux, on en a déjà un bon cinquième qui a déjà publié une V1, une première version Word de son rapport. Et donc, on est à peu près à ce moment-là pour une partie d'entre eux. Donc, c'est pour vous donner aussi un ordre d'idée de l'état d'avancement des projets. Alors, on n'a pas la vision globale, mais c'est plus
vous donner cet éclairage-là. Donc, je vous propose d'abord de me tourner pour répondre à cette question du bon rythme de la relation vers Éric Baudrier. Quelle est votre recommandation? Le H2A a publié quelques guidelines au mois d'octobre, mais pouvez-vous peut-être nous en dire plus? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Effectivement, comme vous le soulignez, il y a énormément d'interrogations qui se posent et peut-être avant d'entrer dans le cœur de la question, peut-être de rappeler rapidement dans quel cadre tout cela s'inscrit et notamment au regard du fait qu'on ne se situe pas, contrairement à ce qu'on aurait pu croire historiquement ou au tout début, comme dans une évolution de la DPEF qui est l'ancien dispositif, mais dans un nouveau dispositif, même s'il y a un certain nombre de cohérences avec ce qui pouvait exister avant. Et ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que côté vérificateur, si je me place vraiment dans cet angle-là, on se situe dans une vérification qui est rendue obligatoire par la loi, au regard d'un reporting qui lui-même est soumis à un cadre contraint qui est le cadre des ESRS, et le vérificateur, lui, est également soumis à des normes d'audit. Alors, même si celles-ci aujourd'hui sont en construction, et comme vous le soulignez dans l'intermède, la H2A a publié des lignes directrices pour guider et aider les vérificateurs dans cet exercice, mais on se situe quand même dans un cadre qui est contraint et dans un exercice pour lequel le législateur a souhaité qu'il y ait un rapport de vérification. Et ce qui dit rapport de vérification dit aussi apporter du sens à ce rapport et un intérêt pour ceux qui vont recevoir ce rapport, donc l'ensemble des parties prenantes. Alors, pourquoi ce cadre-là et ce préambule est important? Parce que c'est ça finalement qui va peut-être peser derrière et contraindre la relation entre le vérificateur et les personnes qui travaillent aujourd'hui sur les rapports et qui sont les interlocuteurs. On a pu effectivement dans les discussions que l'on a observer des tensions. Ce qui me semble important de porter, c'est que il est important de discuter, d'échanger le plus tôt possible avec son vérificateur, que celui-ci puisse intervenir au fur et à mesure finalement de l'élaboration des éléments, et notamment on sait qu'il y a la table de double matérialité qui est un sujet central pour pouvoir définir derrière les éléments de reporter. Pas besoin d'attendre la fin du reporting pour pouvoir déjà travailler sur la table de matérialité. Et il faut aussi avoir à l'esprit que finalement, ce sont des personnes qui historiquement n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble et d'échanger. Et il faut aussi apprendre les uns et les autres. Alors, des vérificateurs à comprendre comment travaillent les spécialistes de la RSE. Et on est aussi sur un domaine où on a des interlocuteurs potentiellement d'horizons différents parce que les techniques sous-jacentes sont différentes et les propos sous-jacents sont différents. Ça veut dire aussi que les préparateurs aussi doivent apprendre à parler avec un vérificateur externe. Les choses sont très connues depuis des années dans le reporting financier. Il faut que ça s'installe petit à petit aussi dans l'extra-financier. Et aussi, et ça peut être le mot de la fin, au moins pour ce premier sujet, parce qu'on peut en parler pendant des heures, c'est d'avoir conscience que le vérificateur n'est pas l'ennemi du vérifié. Il est là aussi pour aider et accompagner les sociétés. Alors, en toute indépendance, il n'est pas là pour conseiller, il n'est pas là pour faire à la place, il n'est pas là pour s'immiscer dans la gestion. Donc, il reste indépendant. Mais le fait qu'un vérificateur pose une question, c'est peut-être aussi finalement anticiper une question qu'une partie prenante pourra poser ultérieurement. Donc, il ne faut pas forcément rejeter immédiatement la question en disant « mais elle n'a aucun intérêt ». Non, elle peut avoir un intérêt, puis ça permet aussi d'avancer dans un objectif qui est partagé, qui est de faire en sorte que le reporting extra-financier soit performant en termes d'efficacité de communication au regard des nécessités sous-jacentes. Je vous remercie. Qu'en pense le vérificateur ou le représentant aujourd'hui des vérificateurs, Pierre, s'il vous plaît? Non, mais effectivement, merci pour ces remarques. Je pense que c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on observe aujourd'hui chez les clients. Je pense qu'il y a à la fois effectivement le fait qu'il faut qu'on explique en quoi cette vérification peut être différente de certaines vérifications de type ISO que certains responsables RSE étaient plutôt habitués à subir. C'est vrai que
comme c'est le cas pour l'audit financier, on intervient vraiment avec nos clients tout au long de l'année et on est vraiment habitué à travailler sur des versions draft. Et je pense que pour ce premier exercice où, je veux dire, on apprend tous un petit peu en marchant, je pense que c'est vraiment important que les clients nous fassent confiance pour partager avec nous des versions draft de leurs travaux. Aujourd'hui, on en est vraiment là avant Noël à essayer d'obtenir des versions draft du squelette du rapport de CSRD. Je pense que tout le monde n'a pas encore rédigé complètement son rapport et c'est bien normal. Donc, mais nous, on a besoin de comprendre le squelette, comment le client veut articuler sa présentation. Je pense que c'est important qu'on puisse partager ça ensemble très tôt pour éviter des mauvais débats un peu trop tard dans le processus. C'est aussi très important qu'on comprenne bien quand est-ce qu'on aura accès à une première version consolidée des données quantitatives pour aussi anticiper certains travaux qu'on a prévu de faire en centrale. Donc, on ne pourra pas attendre 15 jours avant la sortie du rapport pour avoir accès à ces données. Et puis là aussi, sur la rédaction du rapport, on peut commencer à revoir des versions de narratifs sur certains éléments qualitatifs qui préexistaient. Que ce soit, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais sur le devoir de vigilance, sur les enjeux relatifs à la gouvernance et aux pratiques en termes d'éthique éthique et corruption, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être anticipées et je pense que c'est important que ce dialogue ait lieu. Alors globalement, il a lieu. Je pense qu'il n'y a pas trop de sujets sur les clients de vague 1. Je pense que le commentaire, il sera peut-être plutôt pour des clients de vague 2 qui ont peut-être moins l'habitude d'être audités sur ces sujets extra-financiers. Mais je pense qu'il faut effectivement organiser ce dialogue et des points très réguliers toutes les semaines. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire chez nous avec nos clients parce que il reste plus beaucoup de semaines finalement à la sortie de ces premiers rapports. Donc ça va aller très vite. En effet, le temps file. Je crois que Marc, vous partagez aussi cette approche d'un partenariat. Je crois que vous avez parlé de partenariat total en amont de cette discussion. Oui, je crois qu'on n'est pas dans la relation maître-élève ou candidat-examinateur, mais plutôt dans une démarche conjointe. Et vraiment, c'est dans cet esprit qu'il faut inscrire cette relation partenariale est certainement le bon mot. D'abord, l'entreprise a beaucoup à apprendre de cet échange avec l'auditeur, qui lui a des éléments de comparaison avec d'autres sociétés, une lecture d'experts sur les normes. Et tout ceci peut être mis à profit dès le début de la démarche de l'entreprise. Et réciproquement, je pense que l'auditeur a beaucoup à gagner de travailler en amont avec l'entreprise pour bien comprendre la façon dont les sujets sont évalués, traités. Je pense à l'analyse de matérialité, mais pas uniquement. Je pense à l'ensemble de la démarche qui est mise en place. Derrière tout ça, je crois qu'il faut avoir aussi accepté de reconnaître qu'on est dans une phase d'apprentissage. Les normes SRS auxquelles Eric faisait référence sont encore nouvelles, sujettes à interprétation pour beaucoup d'aspects. Il en va de même sur les exigences d'audit. Et il faut que d'un côté comme de l'autre, il y ait une écoute mutuelle sur les attendus de chacun, que l'auditeur comprenne les difficultés nouvelles auxquelles les entreprises sont confrontées et soit tolérant par rapport à cela, et réciproquement que l'entreprise reconnaisse qu'elle doit faire son rapport de manière différente par rapport à ce qu'elle faisait jusqu'à présent, avec beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de conformité aux exigences de la norme. Voilà, donc oui, une relation indéniablement partenariale. Et je dirais le plus en amont possible. Je vois plutôt d'un très bon œil la participation des auditeurs à toute l'analyse de matérialité. Quand il y a ces ateliers dans lesquels on analyse thème par thème la matérialité des sujets, pouvoir avoir la présence des auditeurs, non pas pour participer à cette analyse, mais pour en être à l'écoute et comprendre comment l'entreprise fonctionne, rassure l'auditeur sur le sérieux avec lequel l'entreprise travaille et apporte à l'entreprise des réactions d'un tiers extérieur qui a un regard très objectif sur la démarche. Donc voilà, oui, je soutiens complètement cette approche qui a été décrite. Bien. Merci beaucoup. Alors, Lorna, j'imagine que vous êtes un tout petit peu plus éloigné de votre position de cette discussion de préparatoire, mais peut-être pouvez-vous nous donner votre regard sur la manière dont a évolué le traitement des sujets ESG. Quand on échangeait en amont, vous aviez vu certaines évolutions dans qui porte ces thématiques-là au sein des entreprises. Vous pouvez nous donner votre éclairage sur ces éléments? Oui, tout à fait. Il y a une vingtaine d'années, la RSE était véritablement considérée comme un exercice de communication et pour le coup, on pouvait dire un peu tout ce qu'on voulait. Ensuite, il y a eu un moment où ça a été porté par les directions financières, notamment dans des PME ETI. Et puis ensuite, ça s'est décalé vraiment sur des équipes qui se sont étoffées côté RSE, etc. Et là, notamment dans les grandes entreprises qui avaient l'argent et puis pour se staffer correctement. Et puis là, on voit un petit coup de balancier qui revient un peu en arrière. Enfin, je sais pas si c'est en arrière, mais en tout cas, c'est la direction financière de plus en plus qui reprend ces sujets RSE.
Ce qui a totalement du sens, hein, d'abord parce que il y a beaucoup de données à récupérer, parce que il y a tout un exercice de consolidation, de vérification des informations, et ça, effectivement, la direction financière est habituée à le faire. Et puis, c'est intégré totalement dans la communication financière. Alors, en tout cas, en France, comme ça pouvait être le cas déjà pour la DPEF, mais pas pour d'autres pays. Je pense que ce qui est aussi important, c'est qu'il faut, comme il a été dit précédemment, il faut bien structurer ce que l'on va dire. L'analyse de double matérialité est clé. C'est à partir de celle-là que tout le reste de la CSRD va pouvoir se construire. C'est clé également pour les investisseurs, c'est-à-dire que pour deux entreprises d'un même secteur, on peut avoir des analyses de matérialité, de double matérialité qui soient différentes. Et c'est aussi ce qui est intéressant pour un investisseur. Tous les sujets n'arrivent pas au même niveau en fonction de l'ADN de l'entreprise, en fonction de son marché, en fonction de son histoire, etc. Après, moi, ce que je vois également, c'est beaucoup d'inquiétudes, puisque moi, je travaille sur les marchés cotés et sur les marchés non cotés. Donc, il y a une très forte inquiétude, une très forte demande des entreprises auprès des investisseurs de savoir ce que l'on va nous attendre, d'avoir peur d'être sanctionné si tout n'est pas là dès la première année. Et je pense que là, il faut rassurer, en tout cas, de mon point de vue d'investisseur, je ne parle pas là d'un point de vue de vérificateur où ça peut être différent, mais d'un point de vue investisseur, on est totalement capable de comprendre que tout ne sera pas là la première année. Comme vous l'avez bien dit, on apprend en marchant. En revanche, on veut de la transparence. C'est ce que l'on a toujours demandé. On demande aux entreprises de dire où elles en sont, de dire comment, si le sujet n'est pas traité, pourquoi il n'est pas traité et comment elles vont le traiter potentiellement dans les prochaines années. Et puis ensuite, peut-être, on voit des sujets qui sont en train de... Alors, je sais pas, il y a certains sujets qui sont en train de monter, comme la biodiversité, et évidemment, on attend les entreprises, notamment les entreprises pour qui ce sera un sujet matériel, qu'elles le traitent. Le climat, le climat, je pense, est devenu un sujet absolument incontournable. Et puis, en tant qu'investisseur, la partie gouvernance sur chaque sujet, sur chaque sujet matériel, savoir comment ce sujet-là est traité, comment il est pris en compte au niveau de la gouvernance, au niveau du modèle d'affaires, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Et en fait, sur certains sujets, on peut comprendre qu'ils ne soient pas totalement matures sur le plan d'action, etc. En revanche, sur la gouvernance, il faut que ce soit relativement clair. Merci. Je pense qu'on aura effectivement l'occasion de revenir sur les, disons, des priorités dans la trajectoire si on veut se mettre en ordre de marche. Je profite juste de ce petit temps pour vous donner quand même les résultats du sondage initial. On a affaire à un public plutôt d'initiés puisque le tiers du public nous dit qu'il y a une bonne maîtrise des enjeux de la CSRD. 43% disent qu'ils sont familiers avec la CSRD, on a 20% de néophytes et on a 1%, bravo, avec en parfaite maîtrise de la CSRD, qu'on vous sollicitera peut-être si vous nous indiquez qui vous êtes pour le prochain webinaire, qui sait. On a évoqué donc la relation entre les entreprises, les vérificateurs, le fait que vous, du côté des investisseurs, Lorna, vous pouviez comprendre que tout n'était pas parfait dès la première année. Et pour autant, on entend certaines entreprises, et Marc, vous êtes aussi le porte-parole de ces conversations, qui commencent à se plaindre d'une forme de surconformité attendue, ou de surcompliance, ou surexigence, et pour certains qui reprochent à leurs auditeurs d'aller au-delà des attendus réglementaires. Alors, bon, qu'en est-il vraiment? Parce que c'est vrai que ça cristallise beaucoup c'est un projet qui est très lourd et donc il peut cristalliser beaucoup de stress et beaucoup de nouveautés. Donc, qu'en est-il véritablement? Et Marc, que pouvez-vous nous donner un peu plus en granularité sur ce sentiment perçu par les émetteurs? Effectivement, c'est un sentiment qui est assez largement perçu. Des récentes études ont été lancées à la fois par la FEP et par le C3D et ont démontré que beaucoup d'entreprises faisaient remonter des cas, on pourrait qualifier d'excès de zèle de la part des auditeurs. Mais je pense qu'il faut remettre tout ça dans son contexte. D'un côté, les attendus de cette mission d'assurance modérée ont changé. On était jusqu'alors dans une mission qui vérifiait principalement la sincérité des déclarations de l'entreprise dans le rapport des PEF. Aujourd'hui, il y a une exigence supplémentaire de conformité aux ESRS,
et conformité à la CSRD. De fait, la façon d'opérer de l'auditeur a changé et ce changement suscite un certain nombre d'interrogations. Deuxième élément, c'est que compte tenu de l'augmentation des volumes d'audits, de nombreux auditeurs ont été recrutés ou missionnés pour travailler sur les audits de durabilité et un grand nombre d'entre eux viennent de l'audit financier, avec une culture de l'audit qui est très différente de celle qui se pratiquait jusqu'à présent sur l'audit de durabilité. Et de fait, la nature des informations à vérifier n'est pas du tout la même. On n'est pas dans des données systématiquement quantitatives, on est à la fois pour bonne partie sur des données qualitatives qui font l'objet d'analyse, mais aussi sur des informations prospectives, sur des plans de transition, etc. Et donc, l'évaluation doit procéder de manière certainement différente. J'utilisais le terme de courbe d'apprentissage au début, aussi bien pour les entreprises que pour les auditeurs. Je le réutiliserai ici volontiers à nouveau pour dire que les deux doivent progresser, s'écouter mutuellement. Et ma recommandation, c'est qu'il y ait dans cette première année de la tolérance à la fois de la part des auditeurs et à la fois de la part des entreprises. Les auditeurs doivent comprendre qu'on ne peut pas faire une révolution en une année, que ces processus vont mettre du temps à se mettre en place, à obtenir la rigueur attendue, mais que les entreprises doivent faire l'effort aussi de se rapprocher vers ce qui est attendu. Donc, c'est ce double exercice qu'il faut mener. Et il est particulièrement sensible sur l'analyse de double matérialité, où d'un côté, les entreprises doivent accepter de mettre en place un processus rigoureux tel que les ESRS le demandent, avec une quantification des niveaux de matérialité sur les risques, les incidences ou les opportunités, avec une claire définition des seuils qui transforment ces IRO en éléments matériels ou pas. Et du côté de l'auditeur, je pense qu'il faut surtout porter l'attention de l'audit sur le processus mis en œuvre par l'entreprise qui doit se conformer aux ESRS et avoir un avis sur le résultat, mais ne pas se substituer à l'entreprise sur les décisions de matérialité qui relèvent de la direction de l'entreprise et de sa propre gouvernance. Voilà, mais je crois qu'il faut se parler et c'est pour ça que cette relation partenariale est essentielle, nous en parlions au début. Plus on parle tôt, plus on travaille ensemble et mieux on arrive à cheminer dans un processus de transformation important. Merci Marc. Alors Pierre, de votre fenêtre, quel regard portez-vous sur ces... Oui, non, mais effectivement, je pense que... quelques éléments d'illustration. Je pense que sur la double matérialité, c'est vrai qu'on a des débats actuellement avec les clients qu'il va falloir trancher très rapidement. Ils portent souvent sur des appréciations, effectivement, de est-ce qu'un sujet est matériel ou pas. Les clients ont tendance à rétorquer qu'ils ont appliqué la procédure prévue par les textes et que, à ce titre, nous devrions nous en satisfaire. Mais effectivement, comme vous le disiez au début, on est aussi dans ce rôle de réaction de tiers externes. Et je pense que si on considère par rapport à des retours d'expérience qu'on peut avoir sur d'autres acteurs du même secteur, même si je reconnais, comme le disait Lorna, qu'on ne devrait pas avoir nécessairement deux sociétés du même secteur qui ont la même analyse de double matérialité. Néanmoins, je pense que c'est important aussi qu'on puisse faire ce retour à nos clients en leur indiquant que demain, en tout cas au printemps, dès lors qu'ils auront publié ces résultats, certains analystes, certains acteurs de leur chaîne de valeur, certaines parties prenantes, éventuellement l'AMF aussi, pourraient s'étonner que certains sujets ne soient pas matériels pour eux alors qu'ils le sont pour certains de leurs comparables. Voilà. Et donc je pense que c'est aussi de notre responsabilité, et on a l'arsenal qui nous permet de le faire à travers des communications au comité d'audit ou au conseil d'administration, de faire remonter certains éléments de ce type en forme de retour d'expérience ou sur ce qu'on a pu observer chez d'autres clients et au niveau du secteur. Voilà, ce n'est pas forcément des éléments qui pourront avoir une incidence sur le rapport, mais je pense qu'il faudra, en tout cas dans ces premières années, qu'on fasse remonter cela pour que tout le monde soit bien prévenu dans la chaîne de gouvernance de l'entreprise, puisse anticiper les questions qui pourront être posées par des lecteurs de ce rapport pour éventuellement réajuster un petit peu plus tard, sachant que, comme vous le savez, il y aura aussi des normes sectorielles qui vont arriver, pas tout de suite, ça dépendra des secteurs, en tout cas progressivement, et qui devraient mener aussi à une certaine forme de convergence sur ces sujets. Donc là-dessus aussi, je pense qu'il faut... il y a une courbe d'apprentissage, je suis assez d'accord, il faut que tout soit mis sur la table, et puis tranquillement. On a vécu, nous, en tant qu'auditeurs financiers aussi, la mise en place des IFRS, ça ne s'est pas fait non plus en 2005 dès la première année, donc je pense qu'il faudra qu'on soit...
voilà, qu'on soit aussi raisonnable pour accompagner les clients progressivement dans une transition à moyen terme. Voilà. Ensuite, Eric, peut-être, ça c'était une petite réaction sur la double matérialité. Je voulais aussi rappeler quelque chose d'important, parce que la double matérialité, tout le monde y a passé du temps, mais souvent les débats qui ont lieu sur des éléments concernent rarement les opérations propres de l'entreprise et souvent sont sur des sujets amont ou aval de la chaîne de valeur et donc n'ont pas non plus d'incidence directe sur le niveau d'information que devra réellement produire l'entreprise. Voilà, ça c'est quand même aussi important de le signaler. Et donc là-dessus, sur les informations qui devraient être produites par l'entreprise et le rôle de l'auditeur, je pense que l'avis du H2A quand même propose des lignes directrices extrêmement claires et je pense que c'est très important que l'auditeur communique assez tôt avec le client, l'émetteur, sur la stratégie d'audit qui sera mise en œuvre, parce qu'on ne va pas auditer avec le même niveau de profondeur toutes les informations qui seront communiquées par l'entreprise. Je pense que ça, c'est très clair. Et il faut que nous aussi, on explique ça très tôt à notre client pour qu'il comprenne bien où on va faire porter l'effort en termes de travaux, pour que tout ça s'organise et que tout ça soit bien anticipé des deux côtés. Voilà. On pourra revenir dessus un petit peu plus tard, si vous le souhaitez. merci beaucoup. Eric, votre regard côté H2A sur ce... Je vais peut-être être un tout petit peu plus nuancé. Peut-être point de départ, quand on dit est-ce que les vérificateurs vont au-delà des attendus légaux réglementaires, il faut quand même avoir conscience que ces attendus légaux et réglementaires, aujourd'hui fixés par la directive et repris dans le droit français, sont in fine quand même très élevés. Même si on est sur une assurance limitée avec un rapport de vérification qui prononce sur la conformité des éléments de reporting aux ESRS, ça reste quand même un niveau d'exigence élevé malgré tout. Cela étant, effectivement, et je fais le lien avec ce que disait M. Constant sur les IFRS, c'est assez particulier d'être dans un dispositif où avec des nouvelles normes de reporting, où on vous dit, vous avez tout de suite pour les mettre en œuvre et on les connaît depuis 6 mois. Quand on est en norme IFRS, en général, on laisse 2 ans pour que les gens commencent à s'adapter, etc. Donc, c'est quand même un environnement particulièrement nouveau pour l'ensemble des parties prenantes, des vérificateurs, des préparateurs. Et effectivement, il faut aborder tout ça avec un certain pragmatisme. Je ne sais pas s'il faut parler de tolérance quand on est côté vérificateur, parce que à un moment donné, il y a une nécessité de transparence et de réalité d'utilisation de la conclusion du vérificateur. Et j'ai envie de revenir sur ce que disait Madame Lucet. Ce qui est important, c'est la transparence dans le reporting, enfin dans les éléments de reporting des personnes soumises à cette obligation, des préparateurs, sur la réalité de leur niveau d'atteinte de leur exercice, de la compréhension derrière que va pouvoir avoir au fur et à mesure de ses travaux le vérificateur de ce niveau d'atteinte, et il va pouvoir se prononcer ensuite, mais bien sûr, il faut qu'il ait fait des travaux, qu'il ait compris un certain nombre de choses, donc c'est normal qu'il fasse un certain nombre de travaux, et dans nos lignes directrices, on a ouvert un certain nombre de possibilités. On a dit notamment un émetteur qui est proche de l'atteinte, mais qui n'a pas encore réussi à aller au bout du bout sur un certain nombre de choses et qui va être totalement transparent et qui va dire, par exemple, j'ai 80% de mon reporting, mais je suis en train de finaliser les 20%, et qui explique finalement ses difficultés, on ouvre la porte à ce qu'on appelle des observations. Dans certains cas, on sait bien qu'on sera sur des réserves, parce que quelqu'un qui va dire, écoutez, je fais tout ce que je peux, mais je suis à 50% du résultat. Quand vous êtes dans une logique où vous devez vous prononcer sur la conformité, vous ne pouvez pas dire que vous êtes conforme au référentiel. Non, de fait, vous ne l'êtes pas, et d'ailleurs, elle-même le dit. Et ce serait assez paradoxal, d'ailleurs, d'avoir un rapport, enfin des éléments de durabilité qui disent en réalité, je ne suis pas conforme, et un rapport du vérificateur qui dit oui, vous êtes conforme. Donc, en fait, ça ne fonctionne pas. Et en plus, ça fait perdre du sens au rapport de vérification, et le jour où vous serez totalement compliant, totalement satisfaisant, et que le rapport dira toujours vous êtes toujours satisfaisant, on va dire mais ça n'a pas de sens en fait. Ça fait 3 ans qu'on me dit que c'est conforme au référentiel, et en réalité je suis passé de 20, d'un scoring 20 à un scoring 100. C'est totalement incohérent et on fait perdre du sens au système. Donc ça veut dire aussi que
les utilisateurs des rapports derrière du vérificateur et des informations de durabilité doivent appréhender tout ça aussi en se disant on est en train d'évoluer, il faut lire le rapport, ce n'est pas parce qu'il y a marqué 3 observations et 2 réserves qu'il faut absolument jeter la société à la poubelle, non, pas du tout. Il faut prendre en considération également le rapport du vérificateur comme un outil pour atteindre l'excellence. Mais le fait de se dire je ne suis pas prêt et je veux finalement que mon vérificateur soit tolérant sur le sujet et me mette un blanc-seing, c'est contraire au système en fait, et ça ne fonctionne pas. Donc c'est là où il faut être quand même équilibré, rester, je pense, pragmatique sur les conclusions, ne pas prendre comme une sanction le fait éventuellement d'avoir des observations ou des réserves les premières années. Dans 5 ans, je pense qu'on aura un discours différent. Mais la première année, éventuellement la deuxième, s'il y a des réserves et des observations, franchement, c'est pas grave. Merci. Je pense que peut-être un certain nombre de personnes qui sont devant leur écran sont peut-être soulagées par ces commentaires. J'en profite d'ailleurs, vous posez des premières questions et vous pouvez continuer à en poser et je vais en prendre une d'ailleurs et puis Lorna, ça sera aussi l'occasion pour vous peut-être de réagir à ce qui vient d'être dit. J'ai une question qui porte sur les enjeux qui seraient considérés comme non matériels, mais comment on peut les intégrer dans le rapport et quel traitement on recommande et surtout vous de votre point de vue d'investisseur, comment vous imaginez le fait de traiter ces enjeux non matériels à des fins de comparabilité. Est-ce que vous avez d'abord Lorna puis peut-être autour de la table des commentaires sur cette question? Pour le coup, en tant qu'investisseur, si le sujet est non matériel, il est non matériel. Hein, on s'en occupe pas. Je pense qu'on a une liste tellement longue de sujets matériels que sur les sujets non matériels, si c'est expliqué, enfin si l'explication est correcte et que elle a été vérifiée par l'auditeur et que l'auditeur est d'accord, de fortes chances quand même pour que l'investisseur soit également d'accord. Ensuite, on a le sujet. Se pose la question sur les sujets qui sont pas de matérialité 1 peut-être, mais qui peuvent être de rang 2 ou qui peuvent être matériels financièrement et peut-être un peu moins sur le sujet ESG ou l'inverse. Je prends un exemple, moi je m'occupe de la grande distribution. La grande distribution a plein de sujets, notamment climat, biodive, etc. Moi je porte un sujet qui est celui de l'égalité homme-femme. Bon, je peux peut-être comprendre que le sujet de l'égalité homme-femme soit pas dans les sujets de matérialité de rang 1 pour de la grande distribution. En revanche, on s'attend quand même à un minimum d'informations sur ces sujets-là, peu de doute quand même sur le fait que les entreprises aient une politique d'égalité, en tout cas pour les entreprises françaises ou pour les entreprises européennes. Donc voilà, on ne s'attend pas au même niveau d'information sur des sujets de climat ou de biodive pour la grande distribution que pour un sujet d'égalité homme-femme. Ensuite, il y a aussi les seuils, les entreprises. Comme je le disais tout à l'heure, je travaille sur des entreprises cotées et sur des entreprises non cotées. Donc, ça veut dire que j'accompagne des entreprises sur le non coté qui parfois ont 70 employés. Je n'attends pas le même niveau d'information d'elles qu'une entreprise que je peux suivre comme Carrefour qui a 500 000 employés dans le monde. Et là, je pense qu'en tant qu'investisseur, on va accepter aussi que certaines de nos entreprises aient des réserves et des observations. C'est un peu le jeu, surtout des premières années. Et pour le coup, je pense que on va tous aller dans le même sens, c'est-à-dire que les observations ou les réserves qui auront été faites par l'auditeur, nous, on va les suivre en tant qu'investisseurs lorsque l'on va engager avec les entreprises. On est là pour leur demander un certain nombre d'informations également, qu'on souhaite qu'elles publient parce qu'on a besoin de ces informations pour s'assurer de leur pérennité économique et du fait qu'elles aient un plan de transition. Normalement, on devrait se retrouver exactement sur les mêmes sujets. Donc là, pour le coup, je pense qu'il faut voir, on est tous partenaires. Notre objectif, c'est que toutes les entreprises fassent un plan de transition écologique et sociale et tous les acteurs, toutes les parties prenantes devraient s'aligner au fur et à mesure sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Sur cette question est-ce que vous voulez réagir, Eric, Marc ou Pierre ou... Peut-être un complément.
La logique des ESRS, c'est de communiquer sur ce qui est matériel, et c'est là où l'exercice de double matérialité, il est central. La conséquence de cela, c'est également que les ESRS, finalement, interdisent de communiquer une information qui ne soit pas matérielle, sauf, il y a une toute petite exception qui est prévue dans le référentiel ESRS, à titre exceptionnel, lorsque le fait de donner une information sur un sujet non matériel permet finalement à rendre l'information plus pertinente, plus meilleure, etc. Mais ce qui est d'ailleurs contre-intuitif avec la première logique de double matérialité en réalité, donc c'est vraiment, on est sur un cadre très exceptionnel. Et d'ailleurs, l'ESMA récemment, dans sa documentation, a rappelé cet élément-là en disant attention, si ce n'est pas matériel, ça ne peut pas figurer dans les éléments de reporting dans le rapport de gestion. Alors après, ça peut être dans une communication qui est externe à ce qui est soumis, enfin ce qui est dans le rapport de gestion et soumis à la validation du vérificateur. Mais ça ne peut pas faire partie de cet élément-là. Cela étant, à un moment donné, ça doit malgré tout conduire peut-être à s'interroger sur son processus de double matérialité, parce que c'est circulaire, c'est-à-dire que si finalement cette information, je me dis, elle devrait être donnée, c'est peut-être qu'en réalité, elle a une importance, elle a une matérialité, et peut-être que dans mon processus de double matérialité, j'ai raté quelque chose. Et on a pu avoir ce questionnement qui nous a été remonté il y a peu, et ça revient un petit peu aux interrogations que peuvent avoir les préparateurs au regard des questionnements du vérificateur, au regard d'informations qui étaient présentes dans la DPEF et qui sont absentes dans les informations CSRD à l'issue du processus de double matérialité, où forcément ça interroge en disant mais vous fournissiez une information avant et vous êtes amené à ne plus la fournir finalement. Est-ce que ce n'est pas le processus de double matérialité qui a un biais à un moment de construction? Mais encore une fois, ce qui n'est pas matériel n'a pas sa place dans les informations qui sont dans le rapport de gestion. Merci oui, pour ces... Pour compléter, je partage cet avis et je crois que ça ne veut pas pour autant dire que l'entreprise ne doit pas agir, ne doit pas mettre en place des politiques pour traiter ces sujets non matériels qui restent au demeurant des sujets sur lesquels il y a des actions à mener. Et deuxièmement, au regard des attentes des parties prenantes, et notamment les agences de notation extra-financières, il est souvent nécessaire de fournir des informations non nécessairement matérielles, mais exigées dans le cadre de ces évaluations. N'ayant plus leur place dans ce qu'était la DPEF et ce qui est aujourd'hui le rapport de durabilité, il faudra trouver une place dans un autre support de communication où les mettre, ce qui peut remettre sur la table la création soit de rapports intégrés où ces informations seraient publiées, soit de rapports dédiés au développement durable, soit de rapports thématiques tels que des plans de transition climatique, tels que des plans de transition sociale ou autres dans lesquels on pourrait remettre tout ceci. Mais oui, le rapport durabilité est aujourd'hui extrêmement réservé à des informations dites matérielles, sans pour autant dédouaner l'entreprise d'agir sur tous les autres sujets où il y a des actions à mener. Merci. Excusez-moi, le temps file et je vous propose de passer une question très rapidement qui revient dans les conversations que nous avons et qui n'est pas très éloignée de conversations qu'on vient d'avoir, mais sur la question sur le bon dosage du narratif. Alors oui, il y a des données quanti, il y a des données quali, et en même temps, on se demande toujours quel est le bon niveau de l'information. Nous, ce qu'on constate, c'est que pour le moment, pour les sociétés qui publient une DPEF, elles sont et celles qui publient une première version, on fait un x2 de volume. Alors, je sais pas, et Lorna, on pourra y revenir, comment vous lisez ces documents et c'est certaines, donc 160 pages hein, de futurs rapports de durabilité. Est-ce que vous avez des points de commentaires sur cette place du narratif? Et peut-être, je vais commencer par vous, justement, Lorna, en tant qu'investisseur, comment vous allez utiliser ces informations? Oui, alors pour le coup, les rapports, on les lit. Je ne vais pas dire qu'on les lit de A à Z, ce serait manquer un peu d'humilité. En revanche, ce qu'on lit en premier et en priorité, c'est les chiffres.
Nous, en tant qu'investisseurs, on veut connaître la performance des entreprises. Donc, ce qu'on va aller vérifier, ce que l'on va regarder, c'est d'abord les chiffres. Et pour le coup, on a des ordres de grandeur en tête. On a du benchmark. La CSRD va nous aider encore plus à faire ça, parce que normalement, on va avoir des méthodologies similaires et des indicateurs similaires. Donc, on va être capable de comparer un taux de turnover, etc., d'une entreprise à une autre à peu près. Ensuite, la place du narratif, pour le coup, je vous avoue que ça arrive dans un second temps et on va le lire pour le coup uniquement sur les sujets qu'on va penser absolument matériels et sur lesquels on va vouloir engager avec les entreprises. Moi, comme je le disais, je couvre la grande distribution, j'ai plus d'1 millier de titres à couvrir. Je n'engage pas avec 1 millier de titres, c'est pas possible. J'engage avec 100 à 150 entreprises et il y a 3 à 5 sujets par entreprise. Donc, sur ces 3 à 5 sujets-là, en revanche, je vais lire effectivement le narratif pour comprendre comment c'est fait, justement pour comprendre la gouvernance, pour comprendre où en est l'entreprise, quels sont ses objectifs, etc. En revanche, je pense qu'il faut un peu éviter les narratifs mous et puis plein d'exercices de style qu'on pouvait avoir un peu jusqu'à maintenant. Nous portons une grande attention à tel sujet. Oui, le sujet est matériel, donc on espère que les entreprises y portent une grande attention. Puis porter une grande attention, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, donc on attend un peu même dans le narratif, on attend un narratif qui soit synthétique, qui soit concis et qui soit objectivé, et vraiment qui nous apporte de l'information. Et là, pour le coup, alors ça, en tant qu'investisseur et comme je lis les rapports développement durable, enfin la partie RSE du rapport de gestion, les 160 pages me font un petit peu peur. Enfin, j'ai peur que tout d'un coup on soit débordé par de l'information qui manque de synthèse et qui manque d'attrait pour nous en tant qu'investisseurs. Je me tourne vers vous, Pierre, justement sur le dosage. Vous me disiez que c'est aussi des conversations que vous aviez avec certains de vos clients qui ont du mal à placer le curseur par certains endroits. Non, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le commentaire. Néanmoins, c'est vrai que c'est pas évident pour les entreprises parce que souvent, elles ont passé du temps en gap analysis à aller collecter les politiques qu'elles avaient, les avoir remis au bon niveau pour que quelquefois elles correspondent à des vraies politiques groupes, là où précédemment c'était peut-être des politiques nationales dans certains de leurs pays ou dans certaines fonctions. Donc ils ont pris un petit peu de temps pour essayer déjà de remettre ça au niveau du groupe pour que ce soit éligible à la documentation attendue par les ESRS. Et derrière, il faut qu'ils en fassent un exec-sum pour être intégrés dans le rapport de CSRD finalement. Donc cet exercice, il n'est pas simple. Je pense que tout le monde va être aussi un petit peu contraint par le temps. Nous, lorsqu'on nous soumet des premières versions du rapport, on aura cette capacité d'accompagner pour synthétiser, être sur des éléments plus concis, plus pertinents, plus importants, plus intéressants pour le lecteur. Maintenant, dans beaucoup de cas, on n'a pas encore vu les rapports de nos clients, et on les entend nous dire que ça va représenter beaucoup de pages. Donc, est-ce que dans ce calendrier contraint, on va tous avoir le temps d'arriver à expurger ce qui est vraiment le plus pertinent? Franchement, je ne peux pas vous répondre. Mais je pense que c'est l'objectif. Et je pense que surtout, sur beaucoup de sujets où les entreprises ne seront pas en capacité encore de fournir des informations quantitatives, parce qu'il y a des thématiques, certes matérielles, mais pour lesquelles ils n'ont pas encore complètement tous les éléments, là, le qualitatif sera extrêmement important pour expliquer où ils se situent, quelle est un petit peu leur stratégie à moyen terme pour progresser sur le niveau de conformité et donc, effectivement, il faut que les sociétés y passent du temps et qu'ils ne le négligent pas au même titre que le quantitatif. Et on rappelle que le qualitatif représente quand même 2/3 des informations de la CSRD, donc c'est pas complètement neutre. Marc Oui, je crois que le qualitatif n'est pas facultatif, il est exigé par les ESRS, il y a des éléments très particuliers. Je pense qu'on peut les qualifier en trois catégories. Tout ce qui relève de la gouvernance, on en a parlé tout à l'heure, ô combien important, les politiques et les plans d'action. Et je pense que ces informations doivent être d'abord extrêmement concises, très factuelles et démontrer les moyens mis en œuvre par l'entreprise pour atteindre les objectifs qu'elle se fixe. On est certes dans un exercice de transparence, mais aussi un exercice de transition. Tout ceci est fait pour rendre visibles les efforts et contraindre ou pousser les entreprises à agir.
Donc, recommandation d'être très explicite, très concret, très concis, mais de démontrer par la présentation de ces politiques et de ces plans d'action, de démontrer l'efficacité des moyens mis en œuvre, des ressources allouées qui permettent d'atteindre les objectifs et qui seront vérifiés d'année en année. Et je crois que aussi bien les auditeurs que les entreprises doivent attacher de l'importance à vérifier la cohérence de ces moyens, actions et ressources pour atteindre les objectifs ambitieux qui sont fixés. Alors, on en a beaucoup parlé sur le climat, puisque c'est une exigence intrinsèque, mais la même réflexion arrive sur, les mêmes éléments de réflexion arrivent sur toutes les autres thématiques des ESRS. Merci pour cela. Éric Baudrier, du côté de la H2A, est-ce que vous avez un point de commentaire sur ça? Je vais reprendre ce qui a déjà été dit par une formule toute simple. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, il n'y a pas besoin de faire 300 pages pour expliquer une stratégie, là où on va, quels sont les objectifs. Et d'autant plus que ces éléments doivent également être auditables. Et donc, derrière, doivent pouvoir être envoyés à des éléments concrets dans l'entreprise. Et le risque, quand on commence à faire de l'information beaucoup trop diluée, c'est de passer d'un message explicatif, pragmatique, concret, à un message marketé. Et c'est là où on va tomber en fait dans des écarts de communication, et alors qu'on devrait être sur un reporting. Donc, il ne faut pas tomber dans la com, il faut rester dans les ESRS, il faut rester dans le reporting. Et quand on disait tout à l'heure finalement qu'il y a un déport des services ou des directions qui sont à la manœuvre pour faire ces éléments de reporting, on a pu voir historiquement dans la DPEF que parfois la direction qui était à la manœuvre, c'était la direction de la communication dans sa sous-division RSE, ce qui n'est pas forcément la meilleure orientation pour avoir un narratif qualitatif. Merci, je suis très vexée en tant que communicante, Éric, de ce commentaire. Je vais prendre une question, si vous voulez bien, qui peut peut-être faire une partie du lien. J'en profite d'ailleurs pour dire aux personnes qui nous écrivent des questions dans le chat ou dans les questions que on n'aura certainement pas le temps de toutes les traiter, et je vous propose de les traiter séparément en narratif à l'issue de ce webinaire, et pourquoi pas d'organiser une nouvelle série pour en parler. J'ai une question sur la place de l'intelligence artificielle dans les travaux contrôle des auditeurs et d'analyse des investisseurs. Et peut-être avant de vous donner la parole, je peux vous donner le lien entre le narratif et cette question. C'est que typiquement chez Labrador, nous on utilise un agent d'IA pour aider à rédiger des premières versions du rapport et de ces parties narratives, et justement en ayant en prompt les enjeux de concision, de langage clair et de synthèse et de neutralité du ton. Donc ça, c'est pour vous donner un éclairage sur une manière d'utiliser l'IA dans le cadre de la CSRD côté rédactionnel. Mais peut-être alors qui veut prendre côté auditeur H2A ou investisseur sur ce sujet d'IA pour venir utiliser l'information. Et peut-être avant de vous donner la parole, je pense que ça fait aussi en partie le lien avec une autre question qui était apparue plus tôt, qui est faut-il faire apparaître les ESRS de façon explicite en les citant pour faciliter le scanning. Donc peut-être que c'est aussi une manière d'aider une IA. Voilà, c'est un sujet un peu vaste pour le temps qui nous reste, mais est-ce que Éric ou Pierre, par exemple, que vous utilisez l'IA pour vous aider dans cette nouvelle mission gigantesque auquel on est tous confrontés? Non, je vais répondre très rapidement. On n'a pas prévu pour cette première année d'utiliser l'IA pour les travaux d'audit. C'est certainement des réflexions qu'on aura, mais je dirais le sujet est quand même relativement nouveau, pas complètement mature. Je pense que c'est un petit peu tôt pour nous de travailler avec ce genre d'outils. Voilà. Très bien. Je vous rejoins en revanche sur le côté utilisation de l'IA. On peut le faire en conseil avec certains clients, mais plutôt dans un souci de revue d'une information déjà rédigée et dans un souci de concision et de clarté. Pas pour un premier jet de rédaction. Très bien. Côté H2A, vous utilisez l'IA? J'allais dire, ça me rassure qu'on va pas utiliser l'IA.
En fait, l'IA aujourd'hui est plutôt efficace sur des sujets où vous avez énormément de documentation, énormément de données qui existent pour pouvoir vous sortir des benchmarks, aller récupérer de l'information et pouvoir après l'exploiter. Sur un sujet qui est totalement nouveau, commencer à se dire je vais finalement le faire traiter par une IA, c'est le meilleur moyen, j'allais dire, de finir dans le fossé. Et de ne pas voir les sujets essentiels. Parce que l'IA, dans ce cas-là, elle va aller au plus simple, et le plus simple n'est pas forcément là où sont les vrais sujets. Peut-être qu'un jour, effectivement, l'IA sera intéressante, notamment pour exploiter la donnée, pour aller trouver l'information importante dans du narratif, par exemple, ou éventuellement aussi sur du quantitatif, parce que effectivement, les ESRS, elles sont si on regarde l'ensemble des potentiels data points, il y en a quand même presque 1500. Alors, avec la double matérialité, naturellement, on n'en a pas 1500 à reporter, mais on a quand même un volume potentiel de données qui est importante, même si donnée par donnée, on essaie d'être le plus efficace, le plus concis possible. Au final, ça fait quand même énormément de données. Donc, l'IA, peut-être dans quelques années. Aujourd'hui, je suis un peu plus réservé. Très bien. Pour le coup, côté investisseur, oui, l'IA se développe. Je pense que ça va se développer beaucoup aussi chez les data providers, MSCI, Analytics et consorts. Nous, on va l'utiliser sans aucun doute justement pour faire de la comparaison sur des indicateurs. Après, en tant qu'analyste ESG, je suis sur un métier d'expert où il faut avoir une analyse, où il faut avoir un esprit critique. Ça, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on délègue à l'IA, c'est pas quelque chose qu'on souhaite déléguer de toute façon, donc ça restera au niveau d'un humain, donc vous aurez bien toujours quelqu'un qui vous engagera sur les sujets et ce sera notre analyse et ce sera notre analyse propriétaire et pas celle d'une intelligence artificielle. Merci d'avoir pris cette question un peu décalé de nos échanges initiaux. Je regarde dans le chat et puis je vois un commentaire qui dit bon, il y a un gros décalage entre les textes de la CSRD, les attentes, les commentaires de Souvinaire où on parle d'être synthétique et concis. Et en même temps, la CSRD existe de nombreux textes à publier en termes de méthodologie qui vont nécessiter de nombreuses pages. Donc on se retombe sur cette question de l'équilibre à trouver. Est-ce que vous avez un complément à apporter sur ce dosage? Peut-être juste Pardon, Eric, allez-y, Eric, je prendrai. Je voulais juste revenir en réalité sur ce que je disais juste avant. Il y a deux étapes. Il y a la première, c'est de sélectionner l'ensemble des items sur lesquels il va falloir reporter. Là, c'est l'analyse de double matérialité. Et ensuite, quand on regarde les ESRS, on sait si on est sur du quantitatif ou sur du qualitatif. Et on peut se trouver effectivement, parce qu'il y a 70% quand même de narratifs de qualitatif, avec un volume indicateur par indicateur, ESRS par indicateur, avec un volume de données qui est important. Après, ce qui me semble important, c'est qu'au sein de chaque élément, on essaie d'être le plus synthétique et le plus concis pour éviter d'avoir quelque chose qui fasse 3000 pages à la fin. Mais effectivement, in fine, on va avoir des rapports qui vont… j'aime pas le terme rapport, mais bon, on va avoir des informations reportées qui vont faire un volume relativement conséquent. Oui, mais c'est pas contradictoire en fait. Marc, non, mais je peux rien rajouter. Eric a dit exactement ce que je voulais formuler. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'informations qualitatives à publier qu'il faut à chaque fois être très concis. Sinon, on arrive à des rapports de centaines de pages qui ne seront quasiment jamais lus. Alors, merci. Je vois qu'il y a encore des questions. Encore une fois, je propose qu'on les traite peut-être dans un second temps par écrit ou dans un nouveau webinaire, d'autant que Eric Baudrier, vous avez un rendez-vous à 10h pétante et on va vous libérer. Peut-être, alors pour fermer, et on voit bien que on pourrait faire encore plusieurs heures ou plusieurs épisodes pour traiter des questions, mais est-ce que vous avez chacun d'entre vous peut-être un point de recommandation concret ou un message à faire passer aux personnes qui seraient derrière cet écran, leur écran, en train de rédiger leur premier rapport ou état de durabilité. Peut-être, je vais commencer par vous, Eric Baudrier, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous aimeriez leur laisser comme
Réflexion pour la journée. C'est de revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas voir l'opinion finale, la conclusion finale du vérificateur comme une sanction, mais comme un outil permettant de viser l'excellence du reporting et le respect de la convergence vers la conformité au référentiel tel qu'il est prévu par les ESRS. Et si j'allais dire un message côté vérificateur, c'est aussi d'y aller sans, j'allais dire, excès de limitation de sa propre responsabilité, parce que forcément, plus on en met, moins le vérificateur a de responsabilité. Mais c'est aussi d'avoir une certaine logique aussi et confiance dans l'exercice de double matérialité de l'émetteur. Merci beaucoup. Pierre Constant, quel serait votre mot de la fin pour aujourd'hui? Non, mais merci Eric pour ce commentaire qui va nous aider. Non, moi je pense que le message que je voudrais laisser, c'est qu'effectivement, à travers l'exercice de double matérialité et l'ensemble des 10 thématiques des ESRS, c'est vrai que la société va être amenée à brasser beaucoup d'informations dans beaucoup de directions. Moi, je pense quand même qu'il ne faut pas perdre de vue que l'objectif premier est la colonne vertébrale d'un rapport CSRD, qui est quand même le plan de transition climat, qui est le SES E1, qui est donc le premier, et qui quand même est celui qui demande aux entreprises de se poser les bonnes questions sur l'impact du changement climatique sur son activité, qui lui demande de se poser les bonnes questions sur comment son business est résilient ou pas dans un monde différent, qui lui demande de se poser des questions sur l'évolution de son business model, la cohérence avec sa stratégie, des ressources associées, des plans de financement qu'elle a déjà mis en œuvre, etc. Et je pense qu'il faut que les entreprises quand même prennent le temps d'essayer d'aller le plus profond possible dès la première année dans la conformité aux exigences de l'ESRS E1. C'est un petit peu technique, c'est pas évident, mais je pense que c'est la mère de toutes les batailles et je pense que c'est ce sur quoi les investisseurs vont aussi passer du temps. Et donc voilà, donc je les encourage à prendre le temps de se plonger là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de guides qui ont été émis par différentes autorités aussi, comme l'ANC, je crois, qui sont très intéressants sur le sujet. Et voilà, il ne faut pas négliger ce sujet, quand bien même tout est important. Je pense que ça reste quand même le sujet le plus transversal sur lequel il faut consacrer de l'énergie. Voilà. Merci beaucoup. Marc? Oui, moi, deux choses. La première, au-delà de tout ce qui a été dit et ce à quoi je souscris, je crois que l'enjeu n'est pas juste de faire du reporting sur la durabilité, mais c'est vraiment de transformer les modèles d'affaires des entreprises, leur stratégie, et de voir face à ces enjeux et opportunités que représente la durabilité, comment préparer l'entreprise à relever ces défis. Et donc, c'est accepter que la durabilité puisse influencer des choix stratégiques et des modèles d'affaires. Et ça, je pense que c'est un grand changement et il faut s'y préparer parce qu'il est, à mes yeux, inéluctable. Deuxième point concernant plus particulièrement la CSRD, avec Pascal Durand, qui est le député européen qui était rapporteur de la CSRD, nous avons récemment publié un ouvrage aux éditions Dalloz qui s'appelle CSRD Essentials et qui, je pense, présente de manière très pragmatique la façon de déployer, de mettre en œuvre ces exigences. Et toujours avec Pascal Durand et en liaison avec la DG FISMA au sein de la Commission européenne et les FRAG, nous travaillons à la création d'un observatoire de la CSRD au niveau européen qui permettrait de collecter des retours d'expérience de l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la CSRD et d'apporter des aides à la mise en place, particulièrement auprès des petites entreprises, mais pas que, puisqu'on a beaucoup de demandes de la part de sociétés étrangères ayant des activités en Europe ou certaines difficultés à assurer la convergence entre les exigences du modèle européen et celles des autres pays hors Europe. Donc voilà, deux projets qui visent à montrer que ceux qui ont participé à créer ces exigences se sentent aujourd'hui le devoir de poursuivre ces travaux pour en faciliter la mise en œuvre.
Merci Marc. Et je vois qu'il est 10h si vous devez y aller. Je vous remercie maintenant d'avoir participé. Et Lorna, je vous laisse une partie du mot de la fin. Oui. Je vais rebondir en fait sur ce que disait Marc. Effectivement, nous, notre métier en tant qu'investisseur, c'est d'évaluer le business model des entreprises. Donc, ce que l'on veut comprendre via la CSRD, c'est comment vous, en tant qu'entreprise, vous allez faire votre transition, vous allez participer à cette transition, comment financièrement vous allez le faire aussi. Ça a sûrement un coût, ça a des opportunités aussi. Qu'est-ce que ça va changer au sein de votre entreprise? Et pour ce faire, éloignez-vous du discours marketing, soyez factuel et posez-vous à chaque phrase presque, posez-vous la question, est-ce que je peux le démontrer? Est-ce que c'est objectif? Et est-ce que ça va servir à une des parties prenantes? Incroyable, merci beaucoup. Alors, je prends ces 30 dernières secondes pour vous remercier tous les quatre d'avoir pris ce temps. Merci beaucoup, c'est très riche et on a envie que ça se poursuive. D'ailleurs, ça se poursuit dans les chats et sur les questions. Donc, comme je vous l'ai dit, on répondra certainement dans un second temps par écrit et on vous donne rendez-vous pour des prochains webinaires aussi dans lesquels on pourrait adresser un certain nombre des sujets que vous évoquez dans les chats et les questions. Et merci aux participants donc, qui ont interagi avec vous. De notre côté, on a déjà 2 webinaires prévus, dont un en janvier, dont la date va être fixée plutôt pour les entreprises de vague 2, et un le 30 janvier sur les outils, j'allais dire technologiques pour mettre en place la CSRD. Ce sera le 30 janvier avec Positive Company. Et je vous avais parlé en tout début de session d'un sondage, si vous prenez le temps, si vous le voulez bien, de évaluer la qualité de ce webinaire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier une fois de plus, Éric Baudrier, Pierre Constant, Marc Boissonnet, Lorna Lucet pour votre temps, votre partage d'expérience et de connaissances, et à vous souhaiter à toutes et tous derrière vos écrans une très bonne journée et vous donner rendez-vous à bientôt pour nos prochains webinaires. Bonne journée à toutes et tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.